Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belgocam 21 TV. Au sommet de cette émission de Vue de la Diaspora, la visite officielle en Belgique du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Mounouna Fotso. La visite officielle du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotso, a été marquée par plusieurs étapes significatives, témoignant de l'engagement du gouvernement camerounais envers la jeunesse et l'entrepreneuriat. La première étape de cette visite a conduit le ministre à Rochefort, où il a visité la chocolaterie d'une jeune entrepreneur camerounaise, Madame Euphrasie Bamba. Cette rencontre a permis de mettre en lumière le dynamisme et la réussite de la jeunesse de la diaspora camerounaise dans le domaine de l'agro-industrie. Et pourquoi je dois être ici hier en réunion quand on a parlé, j'ai vite compris pourquoi nous on doit être ici, parce qu'effectivement, c'est par où vous avez terminé que nous avons senti les enjeux et nous voulons vraiment vous féliciter pour avoir vu ça très tôt et pour avoir fait tout ce que vous avez fait aujourd'hui pour que, comme le ministre Varga du Commerce le dit souvent, le cacao camerounais soit aujourd'hui et la côte qu'il faut. Vous avez parlé tout à l'heure du CICC, c'est ça, non? Oui. Alors, avec le... J'imagine que vous parlez probablement de projet New Generation. New Generation, on a voilà. New Generation. Voilà, avec ces jeunes, parce que ça fait partie des premiers projets que nous avons décidé d'accompagner en 2016 quand le chef de l'État a prescrit le plan triennal spécial jeune pour ramener une génération à la terre, surtout à la culture de cacao, parce que les gens ne voulaient plus et les parents qui étaient là étaient vieillissants, donc il fallait amener les jeunes à la cacao culture pour pérenniser cette... Et à l'époque, on ne savait pas que le cacao allait avoir cette côte-là. Donc aujourd'hui, je pense que c'est chose faite et hier, quand on a tenu la réunion préparatoire pour venir à cette visite, j'ai vite compris que vous devez être la tête de file du cluster cacao pour véritablement, au niveau de notre jeunesse, pour apporter cette valeur ajoutée au pays, ici et dans le monde. Et donc, nous, notre rôle au ministère de la Jeunesse, nous sommes, pour bien caricaturer, nous disons, nous sommes le médecin de famille de la jeunesse. Donc, vous ici qui avez des médecins, vous savez quel est le rôle des médecins de famille. C'est, il s'occupe d'abord de son patient dans sa globalité et le fait avec des spécialistes en fonction de ses préoccupations, en fonction de ses maladies. Donc, nous nous occupons de la jeunesse de manière globale et nous l'écoutons et nous l'orientons vers le meilleur spécialiste qui puisse le co-accompagner avec nous. Et donc, dans le secteur en particulier, notre rôle aujourd'hui, c'est d'engager le maximum des jeunes de retour à la terre. Parce que ce n'est pas facile, notre système éducatif à un moment éloigné les jeunes de la terre. Donc aujourd'hui, il est question de le ramener à la terre. Comme le chef de l'État a dit, la terre ne trahit pas. Non. Voilà. Et donc, aujourd'hui, l'exemple de cacao montre que la terre ne trahit pas. Mais il faut être résilient, patient. C'est pourquoi donc ce programme que nous avons lancé, qui est le réarmement moral, civique et entrepreneurial, qui vise, comme toujours pour vite comprendre, à inculquer en chaque jeune Camerounais le fighting spirit de nos lions indomptables de football. Et vous êtes déjà même une lion indomptable à ce niveau-là. Voilà. Donc, d'avoir des lions indomptables et des lions indomptables comme vous, pour que chaque jeune Camerounais se considère comme un lion indomptable dans son domaine d'activité ou de compétence. Et partir, comme vous l'avez fait, de la traduction à la chocolaterie, etc., etc. Parce que tout est à construire au pays. Donc voilà notre boulot. Nous essayons de le faire pour donc engager cette jeunesse dans tous les chantiers de construction. Et nous avons un bon médecin de famille
des paracétamol, des antibiotiques, vous comprenez, pour maintenir la température du jeune en attendant d'aller chercher le spécialiste. C'est pourquoi on a donc des projets qui sont là, dont l'ambition c'est de booster le jeune dans ce qu'il veut faire en attendant que les spécialistes viennent compléter. Et donc, dans ces plans, par exemple, nous avons donc ce plan triennal spécial jeune du chef de l'État qu'il a lancé en 2016, où nous essayons donc de, dès qu'on a trouvé des jeunes pour les orienter, de quelque part, on leur donne les premiers financements et tout pour les engager là-dedans. Et ce que nous avons depuis 2020 engagé de faire, c'est les organiser en cluster. En cluster comme... Par la production, la transformation que nous en faisons, vous allez voir tantôt à l'atelier, mais aussi le fait, je dis, je ne peux pas trahir mes frères, je ne peux pas trahir mes cousins et tout ça. Ici, dans mes produits, je mets trop de sucre et autres, ça veut dire que derrière, mes cacaoculteurs ne vivent pas. Donc il faut que je mette le cacao camerounais en avant. Et avec l'aide du CICC, on a mis ces projets-là en place pour pouvoir valoriser vraiment le cacao camerounais, parce que moi, c'était ça mon combat. Quand j'ai commencé, on parlait du cacao de Ghana, de Côte d'Ivoire, mais il n'y avait pas de sac de cacao camerounais. Même quand j'étais à l'école, parce qu'à l'école, on n'apprend pas à faire la transformation du cacao, on nous apprend à travailler avec des pépites de chocolat. Et je demande à ma formatrice, comment se fait-il qu'on n'ait pas de fève de cacao? Et ils ne savaient pas ce que c'était une fève de cacao. Tant moi, je ne savais pas ce que c'était le chocolat. De l'autre côté, les chocolatiers ne savent pas ce que c'est la fève de cacao. Ça, c'est ce qui est dommage. Donc, on s'est dit, on va créer ce lien-là entre les chocolatiers et les cacaoculteurs pour qu'il y ait aussi cette connaissance de la matière première qui va faire en sorte que nous, en tant que cacaoculteurs, moi, j'ai toujours vu ça. Quand j'étais petite, je voyais mon grand-père travailler et je le voyais même sécher le cacao à même le sol sur des nappes de raffia. Alors que ce n'est pas bien. Mais personne n'est venu lui dire que ce n'était pas bien. Donc il a continué à faire ça, tout comme on a à l'Est où on avait le cacao fumé. Personne n'est allé leur dire que ce n'était pas bien. Donc avec cette formation ici, on a pu inculquer justement ce goût du bon cacao à nos cacaoculteurs camerounais en créant les centres de formation qu'on a créés grâce à l'aide du CICC et du gouvernement camerounais, les centres d'excellence qu'on a mis en place au Cameroun, de sorte que maintenant le cacao camerounais a quand même gagné en grade et on peut dire qu'on en est fier. Le but, c'est vraiment de continuer et d'avoir ces petits clusters un peu partout. Un moment majeur de cette visite a été la dédicace du livre du ministre Nounouna Fotso. Cet ouvrage, au titre évocateur, fait référence au programme politique mis en place par le président de la République, son Excellence Paul Biya, en faveur de la jeunesse. À l'issue de la présentation de l'ouvrage, l'auteur a procédé à la signature de plusieurs exemplaires, échangeant avec les participants sur les enjeux de l'éducation civique et l'engagement des jeunes. J'ai voulu analyser, non plus Monsieur le ministre, mais l'auteur Nounouna Fotso en tant qu'auteur également. Je suis par ailleurs enseignant d'université depuis 25 ans et j'ai commis beaucoup de livres qui se vendent d'ailleurs sur Amazon, mais dans le domaine de l'économie. Donc j'ai voulu ici analyser le travail d'un confrère, s'il permet qu'aujourd'hui je puisse l'appeler ainsi, et je vais me livrer à un exercice qui n'est pas très facile, mais qui est pour un économiste, un ingénieur de formation, heureusement aussi que Monsieur le ministre l'est, d'entrer dans les méandres littéraires, parce que ce n'est pas toujours évident pour nous qui venons des séries scientifiques d'entrer dans ce jeu. Mais on va s'essayer, puisque ça fait partie de notre marque de fabrique. Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain. Décryptage homothétique du quarantenaire d'une politique pionnière intemporelle en faveur de la jeunesse. C'est avec un réel plaisir et une grande admiration que je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter cette note de lecture détaillée, remarquable, de Nounouna Fotso, en tant qu'ici auteur. Cet ouvrage, à travers une analyse rigoureuse et méthodique, nous plonge dans les profondeurs de la littérature et de la philosophie, de la politique du président Paul Biya en faveur de la jeunesse camerounaise. Avant de me lancer dans ce vif débat, étant donné qu'on commence à lire un livre en diagonale, c'est-à-dire qu'on observe la couverture, on lit le titre et le nom de l'auteur, on ouvre la première page pour voir le préfacier, parce que ça compte, le nom du préfacier, on cherche la table de matière pour sélectionner les premières parties qu'on lira avant les autres, puis on referme pour regarder la quatrième de couverture.
Après cette première étape, on s'est fait mentalement une idée du livre, de son auteur et de ses lecteurs. Alors, ce qui me pousse à dire que le livre Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain, décryptage homothétique du quarantenaire d'une politique pionnière intemporelle en faveur de la jeunesse, de M. Mounoula Foutsou, peut sonner dans la tête du littéraire et de l'historien comme une révélation. Le ministre a actuellement célébré la jeunesse camerounaise et son illustre chef, le président Paul Biya, que tout élève, tout étudiant, tout enseignant devrait lire un livre de cette nature pour s'en approprier parce que ces textes nous plongent sur le terrain du savoir. Loin de la politique, nous sommes dans un domaine du savoir et de l'action. Ce livre devra un jour, et je pèse mes mots, entrer dans la Bibliothèque nationale comme un héritage culturel, au même titre que pour le livrisme communautaire. Ce livre riche de 430 pages se distingue par sa capacité à décrypter avec subtilité et éloquence la place centrale qu'occupe la jeunesse dans le projet de société du chef de l'État. Il s'articule autour d'une double approche. Une mise en perspective historique de cette politique à travers le quarantenaire présidentiel et une analyse approfondie des discours présidentiels prononcés à l'occasion de la fête de la jeunesse le 11 février. Ainsi, si quelqu'un se demandait pourquoi et comment la jeunesse occupe une place centrale dans son projet de société, la réponse serait que le livre l'explique en analysant en profondeur ses discours et actions, notamment l'ouvrage et son analyse, la place de la jeunesse dans la politique présidentielle. Ceci expliquant cela, le président Paul Biya est une chance pour la jeunesse et la jeunesse du Cameroun une chance pour le président Paul Biya. Alors, je vais me lancer dans l'analyse en allant dans un premier point qui est la structuration de l'œuvre, dans une œuvre structurée et engagée. Dès les premières pages, l'auteur donne le ton en dédiant son ouvrage à la jeunesse camerounaise, la qualifiant de créative, dynamique, entreprenante et patriote. Ce message profondément réaliste marque la volonté de l'auteur de rendre hommage à cette jeunesse qu'il a eu l'honneur d'encadrer, tant sur le plan opérationnel que stratégique. Il le dit à toute la jeunesse camerounaise créative, dynamique, entreprenante et patriote, fer de lance de la nation. Ça, ce sont ces mots que j'ai eu le privilège d'encadrer pendant longtemps, d'abord au plan opérationnel, plus au niveau stratégique. Je cite là les dits de M. le ministre. Nous passons au titre et on constate que l'ouvrage se distingue par un titre à double structure, à la fois analytique et chronologique. Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain, qui souligne la relation continue et évolutive entre le président et la jeunesse. Décryptage homothétique du quarantenaire d'une politique pionnière intemporelle en faveur de la jeunesse, qui annonce un examen méthodique et historique des principes. Ici, homothétique signifie que l'auteur perçoit une proportionnalité ou une similitude entre différentes périodes du quarantenaire de Paul Biya. Ce qui implique que les politiques mises en place hier, aujourd'hui et demain suivent un modèle cohérent et évolutif, bien que leur ampleur ou leur application puisse varier avec le temps, ce qui est normal. C'est-à-dire qu'il y a une continuité dans la politique présidentielle où les principes directeurs restent les mêmes malgré les évolutions du contexte. Une correspondance entre différentes périodes où les actions d'hier influencent celles d'aujourd'hui se dessine ainsi que celles de demain. Le choix du terme quarantenaire n'est pas anodin. Il renvoie à une gouvernance de long terme inscrite dans la vision du renouveau national, tandis que la mention d'une politique pionnière intemporelle met en exergue une ambition visionnaire et durable en faveur de jeunes générations. Le mot décryptage dérive du verbe décrypter. Et je crois que Fadi, l'expert en cybersécurité, utilise encore beaucoup mieux ce concept, qui signifie littéralement rendre compréhensible un message codé et obscur, ou obscur autant pour moi, où il désigne l'action de décoder un message chiffré sans en posséder la clé de déchiffrement. Cependant, son usage s'est progressivement élargi pour inclure des contextes plus abstraits et intellectuels. Dans un contexte technique et informatique, le décryptage est le processus consistant à traduire un texte codé ou chiffré en une forme lisible, souvent sans connaître la clé de cryptage initial. Il se distingue du déchiffrement, qui est l'acte de convertir un message codé en texte clair en utilisant une clé connue. Alors le sens figuré ici du titre de l'ouvrage, l'interprétation d'analyse d'un message ou d'une œuvre. Dans un contexte intellectuel, médiatique ou littéraire,
Décryptage désigne une analyse approfondie visant à expliquer et interpréter un message complexe, un texte ou une situation. Le décryptage du dernier discours présidentiel révèle une orientation stratégique pour les années à venir, médiatique. Alors je vais m'y essayer. L'explication d'un événement ou d'une actualité dans les médias, le décryptage est une analyse détaillée d'un fait d'actualité, d'un discours politique et d'une décision gouvernementale avec pour but de le rendre plus accessible et compréhensible au grand public. Les spécialistes proposent un décryptage des résultats des élections pour mieux comprendre les tendances politiques. Alors quel est le sens littéraire et philosophique de l'ouvrage? L'interprétation d'une œuvre ou d'une pensée. Dans le cadre de la littérature, de l'art ou de la philosophie, décryptage signifie analyser le sens caché, symbolique ou implicite d'un texte, d'une œuvre ou d'une théorie. Il est souvent employé pour expliquer des œuvres complexes qui nécessitent une réflexion approfondie. Par exemple, dans le domaine, interprétation dans le cadre littéraire ou philosophique, l'analyse dans un cadre journalistique ou intellectuel, l'explication pour rendre accessible un message ou une situation, décodage dans le contexte de la cryptographie ou médiatique, clarification au sein de la société qui a mal compris une action, exégèse dans l'analyse des textes religieux ou littéraires. Une préface. Alors, le rôle du préfacier ici, il met en lumière l'identité de l'auteur, son être, son savoir-être, sa vision. Il fait une analyse préliminaire, valoriser et légitimer l'ouvrage, guider les lecteurs et partager sa propre expérience. Le livre s'ouvre donc sur une préface magistrale du ministre Bidounou Pat, qui adopte une rhétorique très argumentée, vantant la constance et l'impact de la politique du président Paul Biya en matière de jeunesse. Ce texte est structuré avec rigueur, s'appuyant sur un champ lexical de grandeur et de progrès, illustré par des termes tels que émergence, développement, prospérité et dynamisme. L'auteur renforce son analyse en s'appuyant sur la postface d'Adungaroua, qui apporte une réflexion complémentaire à la fin du livre. Alors, que dire du 11 février? Un repère symbolique de la politique de la jeunesse. Tout au long de l'ouvrage, le 11 février, date de la fête de la jeunesse, est présenté comme un moment clé du dialogue entre le président et la jeunesse camerounaise. Chaque année, cette célébration est l'occasion pour le chef de l'État de rappeler aux jeunes leurs responsabilités, tout en leur renouvelant sa confiance et son soutien. L'auteur met en exergue 3 axes fondamentaux des discours présidentiels. Le premier axe, c'est l'appel au patriotisme et à l'unité nationale. Le deuxième, l'encouragement à l'effort et au travail. Le troisième, l'accompagnement institutionnel et politique pour l'épanouissement de la jeunesse. Un extrait marquant du livre résume bien cette dynamique. Je cite, « Vous avez certainement saisi, mes chers et jeunes compatriotes, que la tâche qui vous attend en cette nouvelle étape de notre destin est immense, exaltante et difficile, car le développement est le résultat progressif d'un travail laborieux de la nation tout entière. » Fin de citation. À travers cette déclaration, le président Paul Biya rappelle que la jeunesse n'est pas simplement un acteur passif, mais le moteur du développement national. Une rhétorique puissante au service d'un message fort. L'une des forces de cet ouvrage réside dans sa maîtrise linguistique et argumentative. L'auteur met en lumière la richesse stylistique des discours présidentiels s'appuyant sur, je cite, des phrases longues et solennelles qui renforcent le caractère officiel et structurant du message. Des triptyques argumentatifs illustrés par des expressions comme une jeunesse dynamique, travailleuse et déterminée, une politique avant-gardiste, innovante et intemporelle, des métaphores puissantes telles que la jeunesse comparée à un corps d'avant-garde du combat pour la construction d'un Cameroun fort et uni. Le livre aussi nous plonge dans un engagement de la jeunesse comme levier du développement national. Le message principal que porte cet ouvrage est clair. L'avenir du Cameroun repose sur l'engagement de sa jeunesse. L'auteur insiste sur le fait que les jeunes ne sont pas seulement une promesse pour demain, ils sont un acteur du présent. Ainsi, le livre met en avant 3 piliers essentiels pour assurer cet engagement. L'éducation et la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'innovation, la participation active à la vie citoyenne et politique. En ce sens, la politique de Paul Biya, loin d'être figée dans une simple déclaration d'intention, est concrète et évolutive. Elle vise à fournir aux jeunes les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'insérer durablement dans le tissu économique et social du pays. Que dire encore de cet ouvrage? Il est essentiel pour comprendre la politique nationale en faveur de la jeunesse. L'ouvrage Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain, se présente comme une référence incontournable pour quiconque souhaite comprendre
la place fondamentale de la jeunesse dans la vision politique du président Paul Biya. Par sa richesse documentaire, sa précision analytique et sa force argumentative, il constitue un outil précieux pour les chercheurs, les décideurs politiques, les éducateurs et les jeunes eux-mêmes. C'est donc avec une grande admiration que je recommande vivement la lecture de cet ouvrage, qui ne marquera pas de nourrir la réflexion et d'inspirer une jeunesse dynamique, engagée et prête à relever les défis de demain. Parce que le ministre est un historien de l'instant, heureux ceux qui consacrent leur vie à la jeunesse. Ils sont immortels. Vous aussi, vous êtes des immortels parce que vous m'avez suivi avec attention. Merci. Samuel Hervé, Mandin, j'aime toujours dire que mes parents ont bien le H sur mon Hervé, ce qui fait de moi peut-être un Hervé différent. De réunir les Camerounais de l'étranger et de la diaspora pour justement apporter un plus pour le développement de leur pays. Non seulement s'intégrer dans leur pays de résidence, mais aussi apporter un plus. En parenthèse, nous avons découvert qu'en dehors des Camerounais de la diaspora, il y a aussi les Camerounais de l'étranger. Alors, une diaspora, c'est un peuple qui a été dispersé, soit par un conflit interne ou une catastrophe naturelle, des personnes qui ont immigré pour des besoins économiques et politiques. Alors que, au niveau des Camerounais de l'étranger, c'est des personnes qui ont immigré pour leurs compétences professionnelles, qui sont accueillis et bien insuffisamment intégrés. Alors, à cet effet, nous pensons donc que c'est des nuances aussi à rajouter. On aimerait toujours savoir pourquoi les Français, les Belges, les Américains n'appellent jamais leurs citoyens qui sont hors du pays diaspora. C'est parce que le mot vous distingue. Le mot est choisi spécialement pour vous réduire réfugiés. Alors qu'un adage bamléké dit que là où tu manges, c'est ton pays. Alors, les gens doivent se considérer ici que la Belgique, c'est leur pays. Moi, je considère que Montréal, c'est aussi mon pays. C'est pourquoi, pour chuter dans cette parenthèse, la diaspora veut amener la Belgique au Cameroun, Bruxelles au Cameroun. Les Camerounais de l'étranger veulent amener Yaoundé à Montréal, à Belgique et à New York. Nous sommes dans un monde où nous devons conquérir le monde, pas conquérir notre pays. Donc, ça peut se faire des deux sens. C'est pourquoi nous prenons aussi les Camerounais de l'étranger, qui constituent aussi la deuxième et la troisième génération, qui n'ont peut-être pas de lien avec le Cameroun. Alors, de ce fait, l'analyse que nous allons faire aujourd'hui, cette note de lecture s'appuie premièrement sur la personne et la pensée de l'auteur. Monsieur le Président Younous, Monsieur le Président Ndoumi et moi, c'était constaté, j'allais dire que oui, j'allais l'appeler aussi Monsieur Mounouna Fotso. Ici, le ministre, c'est après. Alors, s'il permet. Et justement, la deuxième, sur la pensée du patriarche, du président de la République, et la troisième, sur le contexte et les différentes saisons, tout en rappelant que tout le monde peut lire une montre, tout le monde peut lire le temps, mais très peu de personnes peuvent interpréter les saisons. Dans un contexte où le monde est secoué par des multiples tensions et conflits, entraînant des catastrophes naturelles, humanitaires et même naturelles, la vie chère, les migrations des masses, le changement des classes politiques et surtout l'élection présidentielle qui arrive aujourd'hui à venir au Cameroun. Sans toutefois heurter les sensibilités et surtout de mal m'interpréter, je me permets de rappeler tout haut ce qui se dit tout bas, ou même révéler un secret, peut-être de polichinelle, qui est l'âge du président, l'âge du patriarche et non du président, et son quarantenaire à la tête du Cameroun. Comme une pièce de monnaie ayant deux faces, c'est ainsi que l'opinion publique est divisée. Pour certains, c'est une difficulté, pour d'autres, une opportunité. L'auteur, à travers ce chef-d'œuvre, s'inscrit dans l'opportunité
ainsi que nous d'ailleurs. Le titre de cet ouvrage qui nous rassemble aujourd'hui, Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain. Décryptage homothétique du quarantenat d'une politique pionnière intemporelle en faveur de la jeunesse, nous interpelle à plusieurs niveaux et ressort 3 grandes périodes qui soutiennent mon développement. Paul Biya et la jeunesse d'hier, Paul Biya et la jeunesse d'aujourd'hui, Paul Biya et la jeunesse de demain. Ce discours, les différents discours du patriarche faisaient référence et peuvent faire référence aux fables de La Fontaine, dont l'une qui a certainement forgé notre enfance, le laboureur et ses enfants. Chaque 10 février, depuis plus d'une quarantaine d'années, le père de la nation parle à ses enfants. Permettez-moi de rappeler les fables, les extraits de la fable. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Je peux continuer la note. Et vous la continuez, vous la connaissez mieux que moi. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Au vu de ce qui précède, le livre ressort de manière chronologique ces différentes phases et mots de La Fontaine, mais qui sont divisés en 3 étapes dont je venais tout à l'heure de décrire. Paul Biya et la jeunesse camerounaise d'hier, c'est une phase que l'auteur a présentée en 1983 et nous avons complété en 2000. Cette phase est appelée le Cameroun et la Fondation. Cette période est marquée par des thèmes tels que jeunesse et moralisation, démocratisation, citoyenneté responsable, jeunesse solidaire et patriote. L'auteur déchiffre la vision du président de la République, patriarche, à travers les bases d'un nouveau Cameroun. Deuxième décryptage, Paul Biya et la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui. Nous l'avons intitulé Cameroun et Nation. Période bizarrement marquée entre 2001 et qui s'est achevée en 2018. Mesdames et messieurs, nous allons le voir tout à l'heure. Elle est marquée par les thèmes tels que jeunesse et engagement, jeunesse et entrepreneuriat, la lutte contre la pauvreté, les grandes ambitions, grandes réalisations. L'auteur révèle ici le plan stratégique et les objectifs du président de la République pour la réalisation de ce nouveau Cameroun. En 3, Paul Biya, la jeunesse camerounaise de demain. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à demain. La SND 30 et 35 nous projetait déjà vers le Cameroun de demain. Nous l'avons appelé le Cameroun et l'émergence. Période de 2019 à nos jours, elle se distingue par des termes tels que grandes opportunités, jeunesse et l'émergence du Cameroun. Pour citer que cela. L'auteur expose à travers le président de la République, patriarche, le nouveau Cameroun, qui est en train d'arriver. Ce Cameroun se distingue justement par les réalisations telles que l'import substitution, qui est aujourd'hui mis de l'avant, le Made in Cameroun, qui est aujourd'hui argumenté dans toutes les sauces, aujourd'hui, le retour des fils pour apporter un plus pour le développement du pays,
Il dit, même dans l'une de ses citations, dans ses discours en 2021, si vous allez chercher, je paraphrase, la vie à l'extérieur, je le contextualise, revenez construire votre pays. 2021. Alors, un adage dit, maudit soit le fils qui expose la nudité de son père, mais béni soit le père dont le fils expose la nudité de sa pensée. Monsieur Mounouna Fotso, vous venez à travers de ce livre structurer, documenter une partie des mémoires et l'héritage du patriarche de la nation envers les futures générations. Une émergence préparée depuis 1983 par, premièrement, l'éducation. Deuxièmement, la formation. Maintenant, la transformation. C'est donc une interprétation d'une vision d'hier, une conception d'aujourd'hui, d'un testament pour demain. Écrit par un fils qui n'est pas légitime, mais dont l'interprétation et le décryptage de la pensée du Père légitimise. Bonne lecture. Programme dont l'importance pour nous est capitale, parce qu'il s'agit de changer le Camerounais, les jeunes en particulier. Il s'agit de, comme nous avons coutume de dire, d'inculquer en chaque Camerounais, jeune surtout, le fighting spirit de nos lions indomptables de football, pour que chaque jeune Camerounais soit un lion indomptable dans son domaine d'activité ou de compétence. Nous parlons là du Hemley camerounais qui a fait du succès, et nous pensons que si chacun, et surtout ceux de la diaspora, ont cet esprit, le Cameroun va se développer. Tous les jeunes, tous les Camerounais de la diaspora, même si j'ai découvert la nuance tout à l'heure, je la connaissais déjà à force de discuter en tout cas avec les jeunes de la diaspora, les Camerounais de l'extérieur, doivent répondre à l'appel de la nation, comme le chef de l'État les interpelle souvent, comme les lions répondent souvent à l'appel de la nation pour aller défendre, n'est-ce pas, les compétitions internationales. Donc chaque Camerounais devrait en principe répondre à l'appel de la nation dans son domaine de compétences. C'est ce qui est visé à travers ce programme, changer la mentalité, changer le mindset, pour le tourner vers la marche du Cameroun vers l'émergence. Et donc, pour la mise en œuvre de ce programme, il a été recommandé qu'à chaque rassemblement comme celui-ci, qu'on ait une minute pour nous rappeler certaines civilités qu'on a souvent oubliées, ou encore certaines sagesses populaires, ou simplement nos valeurs républicaines, nos valeurs de la nation. Et évidemment, ces valeurs, nos fondateurs, nos pères, nos ancêtres, les ont consignées dans notamment l'hymne national. L'hymne national qui véhicule des valeurs. C'est un chant de ralliement, c'est un chant patriotique. Quand on voit, quand on sent l'hymne, on doit pouvoir, le cœur doit être touché par ces mots. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, nous sommes repartis à notre constitution. On a souvent oublié, la constitution du Cameroun demande qu'on chante l'hymne dans son entièreté, c'est-à-dire les deux strophes et les deux refrains. Donc en anglais ou en français, c'est-à-dire dans l'une des langues officielles.
ce qu'on a souvent oublié, malheureusement, on s'occupait seulement la première strophe, du premier refrain pour faire simple. Or, la deuxième strophe véhicule des valeurs encore plus larges et plus fondamentales. Dans ce monde globalisé, cette Afrique, de ce panafricanisme voulu aujourd'hui. Et donc, il est donc question qu'on réapprenne à chanter notre hymne dans son entièreté pour ceux qui l'ont oublié et apprendre aux jeunes générations de le chanter entièrement. Et pour la promotion du bilinguisme qui est une option fondamentale aujourd'hui, et le multiculturalisme même. Donc on encourage à ce que cet hymne soit même chanté dans les langues nationales. Il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui, la société, qui ont traduit l'hymne dans les langues pour que tout Camerounais, même illettré au sens des deux langues officielles, puisse chanter, exprimer ces valeurs-là. Mais pour le bilinguisme, on a estimé que le dernier refrain soit repris dans l'autre langue officielle. Donc si on a chanté la première strophe, le premier refrain, la deuxième strophe en français, faisons un effort de reprendre le dernier refrain en anglais et vice-versa. L'objet de notre rencontre, la cérémonie de dédicace et la caravane de présentation des initiatives en faveur de la jeunesse. Après ces 2 notes de lecture, j'ai tendance à ne plus lire mon mot, parce que comme on le faisait quand nous étions jeunes, au bord des marigots, des rivières, on avait tendance à jeter des cailloux dans l'eau, dans la mare, dans le marigot, et voir comment ce caillou-là crée des ondes sur la surface de l'eau. Alors je viens de me rendre compte que je viens de jeter un caillou dans l'eau et je ne maîtrisais pas, je ne maîtrise même pas les ondes que c'est en train de créer dans ces eaux. Mais c'est important, et ce jeu, je pense que ça préparait aussi les jeunes à la vie tout court, pour dire qu'il faut de temps en temps jeter ces cailloux-là et voir ce que ça donne comme onde dans le milieu. Ceci dit, je voudrais donc dire que j'ai découvert le président Younous, que je connaissais sous un autre angle ici, sous l'angle de cet exégète, n'est-ce pas, de la littérature, un grand professeur. Donc merci pour cette note. Merci aussi à Hervé, le Hervé avec eux, sans H, qui a vraiment décrypté à mon tour ce que j'ai dit. Donc je les en remercie, mais de manière plus formelle, excellent monsieur l'ambassadeur du Cameroun au Royaume de Belgique, monsieur le représentant de la présidente de la République ici, monsieur l'inspecteur général des services du MINJEC, monsieur le directeur général de l'entreprise Younous SA, monsieur le directeur général de la Fondation des communes et villes unies du Cameroun, que j'ai connu tout à l'heure avec l'ambassadeur, qui a bien voulu être avec nous ici, madame la représentante du ministère des Relations extérieures, monsieur le ministre conseiller et les autres responsables diplomatiques de l'ambassade, ici présents, distingués experts présentateurs des notes de lecture de ce jour, chers collaborateurs et membres de la délégation, madame la présidente du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, porte-parole de la jeunesse camerounaise, chers leaders des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, de la diaspora camerounaise notamment,
Mesdames et messieurs les femmes et hommes des médias, distingués participants en vos rangs, grades et titres respectifs, ici en présentiel et en ligne, en visioconférence, chers jeunes de la diaspora, c'est avec un réel plaisir et un sentiment de gratitude que je prends la parole ici, dans cette salle de notre ambassade à Bruxelles, à l'occasion du déploiement de la caravane nationale de présentation des initiatives et opportunités gouvernementales en faveur de la jeunesse dans la diaspora, couplé à la dédicace de mon ouvrage intitulé « Président Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain », décryptage homothétique du quarantenaire d'une politique pionnière intemporelle en faveur de la jeunesse. Avant toute chose, je tiens à exprimer ma déférente gratitude au chef de l'État, son Excellent M. Paul Biya, pour avoir bien voulu m'autoriser à conduire une délégation gouvernementale ici en Belgique pour la clôture des activités du mois de la jeunesse dans la diaspora. Et surtout parce qu'à différents moments de ma vie, il m'a permis d'être un témoin privilégié de sa politique en faveur de la jeunesse, objet de mon ouvrage en dédicace ce jour. D'abord, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, comme jeune bénéficiaire de cette politique, en tant que jeune ingénieur polytechnicien ayant fait des études au Cameroun, puis à l'étranger et retour au pays, donc bénéficiaire de facilités de cette politique comme beaucoup d'autres Camerounais de ma génération. Ensuite, comme responsable au niveau opérationnel en tant que directeur au sein du tout nouveau ministère de la Jeunesse créé en 2004, donc chargé d'implémenter cette politique au quotidien avec les jeunes. Et maintenant chargé au niveau stratégique à travers sa confiance qu'il a bien voulu placer à ma modeste personne pour la mise en œuvre de cette politique au sein du gouvernement de la République. D'abord comme secrétaire d'État aux enseignements secondaires, chargé de l'enseignement normal de 2009 à 2015 et aujourd'hui comme ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique depuis le 2 octobre 2015. J'allais dire, quel autre privilège pourrais-je avoir? C'est pourquoi je vous dis, mesdames et messieurs, chers jeunes, je vous associe à moi pour dire 1000 fois merci à Monsieur le Président de la République. 1000 fois merci. Je vous prie de lui relever des ovations, s'il vous plaît. Permettez-moi aussi d'exprimer ma profonde reconnaissance au Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr. Joseph Dion Bouté, pour son encadrement et ses sages conseils qu'il a toujours bien voulu m'apporter, ainsi que de l'attention particulière qu'il a toujours accordée à nos activités pour la mise en œuvre de la politique du chef de l'État dans le secteur jeunesse et éducation civique. Je ne saurais terminer ce chapitre de remerciements sans exprimer ma sincère gratitude à mon cher frère et ami Daniel Abé-Vina, ambassadeur du Cameroun au Royaume de Belgique, ainsi qu'à tous ses collaborateurs pour toutes les dispositions prises pour le bon déroulement de notre mission ici à Bruxelles depuis que nous sommes là et la tenue de la présente cérémonie. Je voudrais qu'on les remercie solennellement. Qu'il me soit également permis d'adresser ma reconnaissance à tous les jeunes leaders et entrepreneurs camerounais de la diaspora, que je qualifie de lions indomptables, parce que chacun l'est, en portant si haut les couleurs et les valeurs de notre nation.
au premier rang desquels le président PDG de Yunus qui nous accompagne depuis cette opération. Donc je voudrais également que vous les saluiez à travers toute la diaspora ici réunie. Soyez convaincus, chers jeunes compatriotes, que vos réussites dans votre pays d'accueil et vos contributions au pays d'origine qui impactent positivement la jeunesse sont une fierté pour nous tous. Ainsi, vous jouez un rôle considérable à l'atteinte des résultats probants de la politique pionnière et intemporelle du président de la République, le président Paul Biya, que nous essayons de faire ressortir dans cet ouvrage. C'est pourquoi nous n'avons ménagé aucun effort pour visiter certaines des structures de la diaspora, de réalisation, et planifier des hangouts, des B2B, des audiences, devant vous permettre de créer des joint ventures bénéfiques aussi bien pour les jeunes locaux qu'à vous-même de la diaspora. Je puis donc vous assurer que le gouvernement camerounais, à travers notamment l'initiative Diaspora and Local Youth Joint Venture, DIALIJ, du programme Paris Jeudi, programme d'aide au retour à l'insertion des jeunes de la diaspora, est pleinement engagé à soutenir vos activités, surtout à vous accompagner dans vos projets entrepreneuriaux et de continuer sans cesse à créer un environnement propice à votre plein épanouissement. Je voudrais également, de manière toute particulière, témoigner ma profonde gratitude au grand frère Dr Bidung Pat, actuel ministre des Arts et de la Culture, mais anciennement ministre de la Jeunesse et des Sports, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a accepté spontanément d'accompagner mon initiative en préfaçant cet ouvrage, ainsi qu'à mon autre cher grand frère, le ministre Adung Garwa, ancien ministre de la Jeunesse, puis ministre des Sports et de l'Éducation physique, postfacier de cet ouvrage, qui, de manière particulièrement tenue par la main dans le tout nouveau ministère de la Jeunesse dont il avait la charge en 2004. Je voudrais qu'ensemble nous leur disions également tous les deux grand merci. Je n'oublie pas de remercier évidemment le directeur des éditions Dinimber Anlarimber, IANL, M. Nadjiber Daniel, pour sa motivation à ce projet. Dès le premier jour où il a pris connaissance de mon idée de commettre un ouvrage, il y a environ 6 ans de cela, et qui n'a cessé de courir derrière moi pour que je publie cet ouvrage qui était plus ou moins à terme, mais que je gardais toujours dans mes tiroirs, en le retournant de temps en temps. J'adresse également mes remerciements aux experts, présentateurs de notes de lecture de ce jour, comme je l'ai dit au début, M. Calvin Jouari, qui est empêché, mais qui est cet écrivain promoteur des médias Afrique sur scène basé en France, qui est aussi un autre lion indomptable, qui a été représenté ici par un autre lion indomptable appelé de dernière minute. Comme Roger Mila, il a dit lui-même, il a joué son rôle, que je salue. Et Samuel Hervé Mandin, conseiller en entrepreneuriat basé au Canada, qui ont donc tous deux bien voulu jeter un regard critique en partageant leur point de vue sur cette œuvre à la présente cérémonie et qui nous ont ainsi permis de revivre, n'est-ce pas, cette œuvre de leur point de vue. En tout cas, ce partage est nécessaire et indispensable en pareille circonstance. Je voudrais à nouveau que nous leur disions merci. Je voudrais enfin adresser mes sincères remerciements à toutes les personnalités ici présentes qui ont pris de leur temps pour assister à la présente cérémonie, en présentiel comme en ligne, malgré leurs agendas fort chargés.
Votre président, mesdames et messieurs, atteste de votre intérêt et attachement aux initiatives gouvernementales telles qu'elles ressortent du décryptage de la politique pionnière intemporelle du président Paul Biya en faveur de la jeunesse. Je voudrais donc à tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont ici, que nous leur disions ensemble merci. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, chers jeunes, malgré tout ce qui a été mis en œuvre en faveur de la jeunesse pour son plus grand bonheur et honneur, certains esprits chagrins, comme les a appelés le chef de l'État dans son message à la jeunesse le 10 février 2025 dernier, élèvent de plus en plus de voix pour questionner et même semer le doute sur les opportunités d'insertion et d'autonomisation de la jeunesse camerounaise. Ces allégations ainsi que des expressions de l'opinion souvent mal informées tendent à rendre la jeunesse de plus en plus sceptique au sujet de nombreuses opportunités que le chef de l'État ne cesse de créer en sa faveur, telles que déroulées tout à l'heure par le présentateur, le directeur de la promotion économique des jeunes. De ce fait, même les informations les plus sincères sont mises à rude épreuve afin de détourner davantage l'opinion publique et les jeunes en particulier des réalités des faits. C'est pourquoi, en tant que témoin privilégié de la politique du président Paul Biya en faveur de la jeunesse, comme je l'ai relevé plus haut, il m'a paru opportun de retracer et de présenter cette politique pionnière et intemporelle du chef de l'État, afin de restituer la vérité sur son engagement sans faille en faveur de la jeunesse, tel que je l'ai vécu moi-même, et je l'ai décrit, je vous l'ai dit, comme jeune bénéficiaire, puis responsable au niveau opérationnel, ensuite au niveau stratégique aujourd'hui. C'est donc un devoir civique et patriotique pour moi, au risque de faillir, de le dire, car comme le disait Jacques Attali, auteur scientifique, dans un monde où l'information est une arme et où elle constitue même le code de la vie, la rumeur agit comme un virus, le pire de tous, car il détruit les défenses immunitaires de sa victime, pire que le sida. Évidemment, je me devais de parler, de donner un traitement antiviral en tant que médecin de famille de la jeunesse. Comme nous avons coutume de dire au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, nous sommes le médecin de famille de la jeunesse. Nous devrions donc de dire notre vérité aux jeunes, éclairer l'opinion publique, outiller les acteurs de mise en œuvre de cette politique, qui ne sont rien d'autre que toutes les administrations sectorielles, tout comme ceux qui, nombreux, soutiennent cette politique, notamment les responsables politiques du RDPC, parti au pouvoir, qui la soutiennent parfois sans avoir toujours les éléments argumentaires nécessaires. C'est la pertinence de cet ouvrage. Ainsi, bien que le département ministériel dont j'ai la charge avait déjà entrepris une caravane de sensibilisation de la jeunesse camerounaise sur les opportunités gouvernementales, comme vous avez pu le suivre, il était plus que nécessaire, voire opportun, et que dire un devoir moral pour moi, de ressortir des annales cette réflexion que j'avais entamée il y a plus de 6 ans, comme je l'ai dit, et en vue donc de publication, afin qu'elle serve, cette réflexion, d'outil de travail aux collaborateurs, aux encadreurs de la jeunesse, aux leaders d'opinion de bonne foi, et surtout de donner de l'espoir à la jeunesse, en rendant encore plus accessible l'information sur les opportunités qui lui sont offertes par le président de la République à travers diverses actions gouvernementales pour qu'ils puissent, les jeunes, en tirer la meilleure partie. C'est pourquoi la dédicace de cet ouvrage, vous le constatez, est couplée à la caravane nationale de présentation des initiatives gouvernementales
et de remise des appuis aux jeunes bénéficiaires des programmes gouvernementaux lancés à Douala récemment et qui est appelé à se déployer dans les 10 régions et dans la diaspora. L'étape de Bruxelles aujourd'hui donne l'opportunité à la jeunesse de la diaspora d'avoir donc la bonne information, surtout en cette veille, n'est-ce pas, des séances électorales avec tous les dangers de manipulation possibles. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, chers jeunes, la relation du président Paul Biya avec sa jeunesse a toujours été particulière. À travers ses adresses tous les 10 février à ces jeunes compatriotes, comme les présentateurs de notes de lecture l'ont relevé. C'est pourquoi il a été très difficile pour moi de trouver les mots justes pour caractériser sa politique en faveur de cette catégorie de population. Toutefois, le décryptage de la quarantaine de ces discours que j'ai qualifiés d'homothétiques, de par les constantes dégagées, peut-être par des formations d'ingénieur polytechnicien, probablement que je suis aussi, et que je reste, mais aussi la révélation du pionniérisme de ces actions aux résultats probants aujourd'hui, et surtout l'intemporalité jaillissante de sa vision qui donne espoir et espérance à la jeunesse pour des lendemains meilleurs. Tous ces paramètres nous ont conduits au choix du titre de l'ouvrage que vous avez, à savoir Président Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain, décryptage homothétique du quarantenaire d'une politique pionnière intemporelle en faveur de la jeunesse. En effet, la politique du président Paul Biya en faveur de la jeunesse est pionnière par ses approches avant-gardistes, innovantes et durables. À titre illustratif, le ministère de la Jeunesse, le tout premier, a été créé en 2004, bien avant l'adoption en 2006 plus tard de la Charte africaine de la jeunesse par les États africains. Les différentes politiques nationales de la jeunesse développées depuis lors ont ainsi inspiré celles d'autres pays et même les stratégies jeunesse de plusieurs organisations internationales dont le Cameroun est membre, à l'instar de la stratégie jeunesse de la francophonie adoptée en 2013 plus tard, du Commonwealth en 2014, de la conférence islamique de l'organisation de la conférence islamique en 2016, à laquelle moi-même j'étais personnellement présent à Istanbul, en Turquie. Je puis donc personnellement vous rassurer que dans le cadre de nos activités, depuis mes fonctions de directeur au tout nouveau ministère de la Jeunesse, nous avons toujours eu l'honneur, lors des rencontres internationales, de recevoir des témoignages élogieux sur les politiques mises en place par le Cameroun pour l'accompagnement et l'encadrement de la jeunesse sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, la présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, qui est là et qui parcourt tous les forats internationaux peuvent l'attester. En matière de jeunesse, le Cameroun est pionnier. D'ailleurs, beaucoup de pays font régulièrement du benchmarking auprès du Cameroun pour s'inspirer de notre politique de jeunesse avant-gardiste lorsqu'ils envisagent la création de certains programmes et institutions en charge de la jeunesse. Par ailleurs, de par son fondement philosophique, dans son livre doctrinal pour le libéralisme communautaire, de par également l'espoir et l'espérance que charrie pour la jeunesse sa vision pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, la politique du président Paul Biya en faveur de la jeunesse est également intemporelle, car elle transcende les époques et les tendances actuelles en proposant des valeurs universelles qui s'adressent à toutes les sociétés humaines. C'est ce que nous avons démontré. Et nous sommes convaincus que cette vision politique, comme l'ont relevé également les présentateurs de notre lecture, continuera à impacter des générations futures. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, chers jeunes, tout au long de l'ouvrage, j'ai donc tenu à démontrer par un décryptage homothétique du quarantenaire
néologisme forgé à dessein pour caractériser cette période sous revue, que le président Paul Biya a toujours trouvé les mots justes pour le bon réarmement moral, civil et entrepreneurial que nous appelons le réamorce de tous et particulièrement des jeunes, afin de répondre aux sollicitations permanentes de cette frange de la population qu'il considère dans ses propos comme l'avenir, le fer de lance de la nation. Parlant du réamorce, nous sommes une fois de plus infiniment reconnaissants au chef de l'État d'avoir interpellé et encouragé la jeunesse au cours de son message du 10 février dernier à intégrer ce programme de réarmement moral, civil et entrepreneurial que le gouvernement a mis en place pour renforcer leur participation citoyenne et surtout leur fighting spirit, comme je l'ai dit. Il importe donc à tous les lecteurs, aux jeunes en particulier et au grand public en général, de comprendre réellement sur quoi repose la vision du président Paul Biya, qui a toujours placé la jeunesse au cœur de son action politique, puis de trouver dans cet ouvrage les données probantes et les analyses pertinentes pour son exploitation dans leur quotidien et leur domaine de compétences respectifs. Comme je l'ai dit dans l'ouvrage, j'aurais atteint mon objectif d'auteur engagé si chaque lecteur du présent ouvrage, de cet essai, pouvait retenir que le président Paul Biya a toujours placé la jeunesse camerounaise au centre de ses préoccupations, en mettant sur pied des institutions, des organes, mais également des hommes de valeur pour son accompagnement en vue de son plein épanouissement. En effet, il a toujours privilégié l'approche jeune, le président de la République, dans ses politiques publiques. Il s'est sans cesse soucié de la jeunesse en manifestant tout l'amour qu'il éprouve à son égard, en parole et en acte. Un amour qui se traduit par des sacrifices que ce modeste chef-d'œuvre tente de mettre en lumière. Le 10 février dernier, il les rassurait encore en ces termes, je le cite. « Pour ma part, je puis vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. » Fin de citation. En ce qui me concerne, je vous prie de recevoir une fois de plus mes sincères remerciements pour votre participation à cette cérémonie et vos contributions multiformes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture de l'ouvrage, tout en vous priant de partager au maximum l'ensemble des informations ô combien pertinentes sur l'action du président Paul Biya en faveur de sa jeunesse qui s'y trouve, afin de rendre de nul effet la mésinformation, voire la désinformation, qui vise rien d'autre que la distraction et la manipulation de notre jeunesse, surtout en cette veille d'importants échéances électorales pour notre cher et beau pays, le Cameroun, qui se veut simplement en paix, uni dans sa diversité et en marche vers son émergence. So that long live the Cameroonian youth, long live Cameroon and our illustrious head of His Excellency Paul Biya. I thank you for your kind attention. L'apothéose de cette visite s'est déroulée au Clarige sur la chaussée de Louvain. Cette cérémonie avait pour thème central l'investissement et l'entrepreneuriat. À cette occasion, des distinctions et des reconnaissances B2B ont été remises, valorisant les acteurs qui œuvrent pour le développement économique et l'insertion socio-professionnelle. Comment vous allez? Très bien. Après les incidents de vendredi, comment vous vous sentez? Quel est votre ressenti, et que ce soit sur le plan physique ou mental? Vous l'avez constaté, quelques minutes après l'incident, c'est comme si rien ne s'était passé, parce que pour moi, je travaille avec cette jeunesse depuis longtemps et je connais toutes les catégories de jeunesse, y compris celle-là, pour laquelle d'ailleurs je suis venu, que je mène ces activités pour la redresser. Vous savez,
dans une grande famille comme la nôtre, il y en a de toutes les catégories. Et aucun père, comme le chef de l'État le répète souvent, il tend la main à tous ses fils et filles. Donc, nous qui sommes chargés de mettre en œuvre sa politique, nous devons faire la même chose et chercher à canaliser toutes les énergies dans le bon sens et être vigilant, évidemment, pour que les insensés ne détruisent la maison familiale. Vous avez trouvé ça dommage? Vous aurez aimé échanger avec ces jeunes ou tout à fait. Comment vous les Moi, je percevez? serais, et je l'ai dit à l'ambassadeur, j'ai dit, s'ils étaient venus pour s'exprimer, moi j'aurais arrêté la cérémonie et les laissé s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils passent sur la tribune et s'expriment pour que nous, également, nous puissions leur répondre, parce que c'était l'objectif. Nous étions venus ici avec un plan de travail, d'échange avec la diaspora, pour l'écouter, pour relever ses préoccupations, comme le chef d'État nous le recommande, apporter des réponses, mais aussi relayer les réponses avec les préoccupations qui ne sont pas encore prises en charge par le gouvernement. Et vous savez, depuis qu'on a commencé cet exercice par l'Allemagne, il y a quelques 3-4 ans déjà, il y a beaucoup de facilitations que le gouvernement a apportées aux préoccupations de la diaspora parce qu'elles les ont exprimées. Justement. Mais la diaspora dans son ensemble l'a exprimé à travers donc des échanges. Et ce sont ces échanges-là. Ici à Bruxelles, nous avions réservé tous les après-midi à partir de 16h en organisant des webinaires, des échanges avec la diaspora pour donc leur donner la bonne information sur les appels à projets et à activités que nous avons lancés pour que tous ceux qui ont quelque chose à organiser au pays puissent l'exprimer afin qu'on sorte un calendrier en vue de leur accompagnement sur le terrain, mais également des projets porteurs qui pouvaient être éligibles à l'initiative Diaspora and Local Youth Joint Venture, qui vise donc à encourager la diaspora à créer des coprojets, des co-entreprises avec ceux du terroir pour développer le pays dans les 14 filières prioritaires du plan d'industrialisation du Cameroun. Voilà, donc s'ils venaient en disant voilà nos préoccupations, nous allions, parce que pour la plupart ils sont mal informés. Et c'est pourquoi nous sommes là, nous voulions donc apporter ces informations telles que nous le prescrit le chef de l'État et recueillir également des préoccupations non encore satisfaites pour les transmettre à qui de droit, pour donc des éléments nouveaux. Alors, mais bon, je ne pense pas qu'il soit venu pour, dans cet esprit d'échange, mais plutôt dans la violence et la perturbation. Bon, c'est pas nouveau aussi pour nous. D'ailleurs, ils le font tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, je voudrais remercier surtout l'esprit civique patriotique qui a caractérisé le reste de la diaspora, qui n'a pas réagi. Les services de sécurité également qui ont fait leur travail pour que dans les minutes qui suivent, la situation redevienne à la normale. Et nous avons tenu à continuer cette cérémonie pour marquer l'autorité de l'État et pour continuer à passer ce message dont nous étions porteurs en direction de cette diaspora. C'est pourquoi nous avons continué à l'inviter à plutôt participer au webinaire que nous organisions pour qu'ils puissent s'exprimer comme nous le souhaitons. Alors, Monsieur le ministre, parfois on se pose des questions sur le rôle d'un ministre de la Jeunesse. Quand ce ministère n'a pas avec ses compétences, ni l'emploi, ni la formation, qu'est-ce que vous êtes venu faire exactement et quel est le rôle du ministre de la Jeunesse? C'est ça. C'est la raison pour laquelle je me suis senti le devoir de commettre un ouvrage. Parce que quand je vois les gens parler de la politique du président qui est en faveur de la jeunesse, je suis écœuré. Parce que c'est quelqu'un qui devait être au Gotha de la politique, des politiques de jeunesse dans le monde. Mais les gens ne le savent pas. Au point où
quand il créait le ministère de la Jeunesse en 2004, les gens se demandaient à quoi ça devrait servir. Vous comprenez? Et jusqu'aujourd'hui, il y en a encore qui ne comprennent pas cette politique. Hein? Pourtant, c'est un visionnaire. Je dis la politique nationale de la jeunesse du président Paul Biya, elle est pionnière. Parce qu'effectivement, il a vu avant les autres gouvernements ce qu'il fallait faire pour la jeunesse. C'est pourquoi quand il crée en 2004 le tout nouveau ministère chargé de la jeunesse, alors que les questions de jeunesse étaient diffuses, et que la jeunesse elle-même, le mot jeunesse était avec le sport, qui évidemment prenait tout. Hein, vous savez, le Cameroun, c'est le pays des sports. Donc, les autres questions de jeunesse n'apparaissaient nulle part. Donc, il crée ce ministère au moment même où la charte africaine de la jeunesse n'était pas adoptée. C'est en 2006 plus tard. Et c'est parce qu'il a créé ce ministère que les politiques qu'il a prescrites se mettaient en place, qu'au moment de l'adoption de la charte africaine de la jeunesse, vous savez, c'était une Camerounaise, Marie Touamanfo, qui était la porte-parole de cette jeunesse-là pour l'adoption de la charte africaine de la jeunesse à Banjul. Comment ça se manifeste sur le terrain? Alors, donc, le ministère de la jeunesse, pour faire simple, c'est le médecin de famille de la jeunesse, au sein du gouvernement. Alors, vous qui êtes dans la diaspora et ceux qui connaissez ce que le rôle d'un médecin de famille, vous pouvez comprendre ce que le ministère doit faire. D'abord, écouter le patient jeune, quel qu'il soit, lui donner le traitement d'appoint, le cas échéant, l'orienter vers le meilleur spécialiste pour prendre en charge sa maladie spéciale, spécifique, et le co-accompagner. Parce qu'il faut guérir le patient. Parce que même le bon spécialiste, après le traitement ou après l'opération, doit référer le malade à son médecin de famille pour la suite du traitement et jusqu'à guérison. La guérison pour nous, du jeune, c'est l'autonomisation de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle les questions de l'émission du ministère de la jeunesse sont transversales et irradient dans tous les ministères qui sont des spécialistes ou les organismes partenaires qui sont des spécialistes, chacun dans une catégorie de jeunesse spécifique. Et nous avons donc cette mission de chef d'orchestre pour que la jeunesse camerounaise se porte très bien. Et c'est pourquoi nous travaillons donc sur des questions importantes aujourd'hui qui préoccupent la jeunesse. Si vous voyez les structures mises en place par le ministère de la Jeunesse, ça part de l'insertion socio-économique, que ce soit à travers l'emploi jeune, l'entrepreneuriat, la participation de la jeunesse à la prise de décision, la participation citoyenne, la vie associative, le leadership. Et évidemment, pour préparer cette jeunesse, vous savez, une fois de plus, le président de la République est un visionnaire. En 2004, il crée le ministère de la Jeunesse et en 2011, il ajoute à ce département ministériel l'éducation civique qui également avait tendance à foutre le camp au regard de la moralité publique. Et il adjoint donc l'éducation pour mieux préparer cette jeunesse, pour la réarmer, pour qu'elle puisse être bien préparée et être consciente de sa responsabilité pour son engagement dans les chantiers de développement national. Et c'est dans ce cadre qu'il réactive le service civique national de participation au développement, met en place le programme national de volontariat, vous comprenez? Et aujourd'hui, le PRONEC réarmement, c'est-à-dire le programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial, qui vise, comme nous avons coutume de caricaturer, inculquer en chaque jeune Camerounais le fighting spirit de nos liens indomptables de football, qui fait aujourd'hui la fierté du Cameroun, le football. Parce qu'ils ont cet esprit d'équipe, ce fighting spirit, chacun dans ses talents, pour que chaque jeune Camerounais soit un lion indomptable dans son domaine d'activité ou de compétence. Et je pense que, comme j'ai coutume de dire, vous tous, vous êtes les lions indomptables du Cameroun, la diaspora. Vous devez chacun être dans cet état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit que nous sommes venus aussi promouvoir, y compris en direction de cette jeunesse manipulée, vulnérable malheureusement et naïve.
Et alors, donc je rappelle l'intitulé de votre livre, Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain. Est-ce qu'il s'agit d'un livre qui fait bilan sur les actions qui ont été faites et qui transmettent la vision du chef de l'État? Ou qu'est-ce qui, dans ce livre, est de vous? Quel est votre rapport, vous, personnellement, dans cette dynamique et dans ce livre? Vous savez, ce projet, c'est un vieux projet que j'avais dans les tiroirs du témoignage sur ce que le président Paul Biya a fait pour la jeunesse, sa vision de cette jeunesse. Parce que je suis le témoin privilégié. J'ai cette chance que, jeune, j'étais bénéficiaire de cette politique de la jeunesse du président Paul Biya. Aussi bien dans mon parcours d'études que mon insertion après mes études au Cameroun et à l'étranger, retour au Cameroun avec toutes les péripéties d'un jeune diplômé polytechnicien que j'étais, avec des études parallèles et tout. Vous comprenez? Voilà. Ensuite, maintenant, comme responsable opérationnel de la mise en œuvre de cette politique, au tout nouveau ministère de la jeunesse créé en 2004. Vous comprenez? Ensuite, entré au gouvernement, il m'amène aux enseignements secondaires, dans la jeunesse scolaire, avec tout ce qu'il y a prévu là-dedans. Ensuite, il me ramène à ce ministère devenu entre-temps chargé également de l'éducation civique. Vous comprenez? Donc, quand je vois les gens parler de ce que le président Paul Biya a fait pour la jeunesse, et au point que certains, un leader d'opinion respectable, puissent dire que le président Paul Biya n'a rien fait pour la jeunesse, j'ai dit, ça m'a écœuré. Et je leur dis, c'est le moment peut-être de se ressortir ce projet qui était dans le tiroir et pour lequel d'ailleurs l'éditeur me courait derrière pour que je le publie. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi ça n'a pas pris de temps. Après le discours de 31 décembre du chef de l'État, où les gens sont sortis pour dire que le président n'a rien fait pour la jeunesse. J'ai donc sorti ça et aussitôt l'éditeur qui était prêt a dit on le publie pour démontrer comment la politique du président Paul Biya est pionnière. Ce qu'il envisage là-dedans, ce qu'il prescrit est intemporel parce que ça va parler à des générations, comme ça a fait hier, aujourd'hui, avec des résultats probants qui sont visibles, qui sont d'ailleurs recensés dans cet ouvrage et que nous essayons de promouvoir parce que les gens ne sont pas au courant. Alors, et évidemment, ce qui est prévu dans cette vision-là, qui ressort de son livre doctrinal pour le libéralisme communautaire, la vision du Cameroun émergent à l'horizon 2035, comment ces chantiers-là doivent donner de l'espoir et de l'espérance à la jeunesse camerounaise pour qu'elle s'engage dans les chantiers de cette construction au lieu de détruire le peu qu'il y a, comme certains ont été enrôlés dans des bandes extrémistes dans certaines régions de nos pays pour détruire le peu qu'il y avait au lieu de construire, alors que le pays c'est l'avenir. À la page 304, vous avez mis en avant Francis Ngannou lors de son retour triomphal au Cameroun. Francis Ngannou qui est le symbole aujourd'hui d'une jeunesse qui réussit et qui est passé quand même par des périples, il a quitté son pays dans des conditions très compliquées, qui s'en sort bien aujourd'hui à l'échelle mondiale. Mais est-ce que cette réussite ne cache pas aussi derrière un parcours qui parle à d'autres, qui parle à une jeunesse qui s'expatrie dans des conditions très compliquées? Je vous pose la question pour savoir si le Francis Ngannou que vous mettez en avant, c'est pour l'aboutissement ou c'est pour le parcours? C'est exactement, cette question a été posée lorsque le chef de l'État l'a cité dans son discours. Comme cette année, il y a des polémiques qui sont toujours créées, mais vous devez savoir que le projet réamorce. Pour inculquer ce fighting spirit, il faut des valeurs, il faut des modèles, vous comprenez? Autant son parcours, l'initiative n'est pas encouragée, parce que vous savez, dans ce même programme,
nous essayons de lutter contre ce phénomène de migration irrégulière. D'où la mise en place de Paris, j'ai dit, le programme d'aide au retour à l'insertion des jeunes de la diaspora. Pour dire, ceux qui sont au pays ne partez pas en aventure irrégulière, mais parce qu'il y a des opportunités, mais ceux qui y vont, il faudrait que vous allez de manière patriotique et civique, c'est-à-dire migration régulière, mais avec l'esprit patriotique pour rester attaché au pays et avec le fighting spirit, réussir par tous les moyens pour venir construire le pays. Et je pense que dans ce parcours, vous comprenez donc que Ghana doit être un exemple de ce fighting spirit, de cette réussite, malgré les conditions qui sont les siennes. Donc, il doit pouvoir inspirer. Vous comprenez? Donc, à tout jeune, tous successeurs, comme on les appelle, doit pouvoir inspirer et nous les utilisons comme des rôles modèles. C'est pourquoi nous avons fait de lui un ambassadeur de ce programme. Le colonel Ramos, à qui on a donné des entrevues, et il est d'ailleurs allé chaque fois s'entretenir avec les jeunes qui étaient par exemple réunis au premier jeu national de l'éducation extrascolaire parce qu'il sort de cette jeunesse-là. Il est allé échanger avec eux pour leur inspirer ce fighting spirit-là, ces modèles de réussite, tout en décourageant de suivre son aventure parce que dans cette aventure, peu arrivent comme lui. Mais ceux qui viennent de manière irrégulière ou régulière, dans tous les cas, il doit avoir l'esprit qu'il a pour réussir. C'est pourquoi nous utilisons d'autres, les François Bango, même Samuel Eto'o, qui a été ambassadeur de l'initiative Youth Connect Cameroun, parce que l'objectif aussi, c'est que les jeunes, il ne faut pas qu'ils soient connectés à des stars, à des rôles modèles d'autres pays. On a des rôles modèles. Donc, l'initiative Youth Connect vise à connecter donc les jeunes Camerounais au rôle modèle camerounais pour dire c'est possible de réussir, quelle que soit sa condition de vie. Ben, votre démarche est très intéressante, surtout parce que vous venez en diaspora et qu'il y a des problèmes avec la jeunesse camerounaise en diaspora. La diaspora camerounaise qui est déjà, je pense, passée deuxième ou troisième plus importante communauté subsaharienne ici en Belgique, mais cette diaspora aussi, particulièrement la jeunesse et les étudiants, ont d'énormes problèmes. Et parfois, ils ont l'impression qu'ils sont abandonnés par leur pays parce qu'il y a des accords avec le Cameroun qui n'existent pas et qui existent dans d'autres pays, qui facilitent leur insertion ici, qui leur permet de payer des études moins chères. En ce moment, ils ont des difficultés à renouveler leurs papiers. C'est vraiment une catastrophe, même, je dirais, surtout ces dernières années. Dans votre démarche avec les diasporas jeunes, est-ce que vous tenez en compte cela déjà? Est-ce que vous le savez? Et qu'est-ce que vous prévoyez de faire? La question, c'est, une fois de plus, cet esprit incivique, ce déficit de recherche d'information. Vous comprenez? Ces jeunes qui se plaignent, qu'ont-ils fait? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme initiative pour que ça change? Vous comprenez? Combien viennent-ils ici à l'ambassade du Cameroun en Belgique pour demander le chargé des affaires culturelles? Combien le savent? Combien sont-ils en contact avec lui pour dire il y a telle opportunité ou tel aspect, pouvons-nous diplomatiquement résoudre cette question? C'est ça la demande citoyenne. Vous comprenez? C'est pourquoi ce programme de réarmement moral civil entreprise vise à inculquer en ces jeunes cette demande citoyenne qui doit leur dire allez vers les administrations, cherchez les bons créneaux, échangez, portez vos préoccupations aux bons porteurs. Et je vous dis que depuis que nous avons commencé ces échanges, aussi bien en webinaire, parce que nous organisons à l'occasion de la 11e de la jeunesse, aujourd'hui le mois de la jeunesse que nous inaugurons, à travers la semaine de l'unité, les différents moments forts de la vie de notre nation, nous organisons des webinaires avec la diaspora pour recueillir ses préoccupations, mais aussi ses propositions. Parce que vous savez, la jeunesse est reconnue être dynamique, créative et innovante. Vous comprenez? Donc, la jeunesse, eux-mêmes, les jeunes disent qu'ils ne sont pas seulement un problème, ils sont la solution. La solution. Ça veut dire qu'ils sont capables, ils devraient être capables de poser le problème et trouver la solution. C'est ce que nous avons utilisé lors des consultations
en 2024 pour la révision de la politique nationale de la jeunesse. Vous comprenez? Nous avons confié, le chef de l'État a demandé pour une fois que cette politique nationale de la jeunesse soit élaborée pour les jeunes et par les jeunes. Parce que ces jeunes sont dynamiques. On a confié au Conseil national de la jeunesse du Cameroun. La présidente est avec moi dans la délégation. Donc on ne fait rien pour les jeunes sans les jeunes. On a dit, ok, nous allons vous accompagner, chers jeunes, y compris ceux de la diaspora, organiser des consultations élargies, poser toutes vos préoccupations pour que ces préoccupations soient prises en compte dans cette politique nationale de la jeunesse révisée et apporter vous-même les solutions. Vous comprenez? Donc il n'y a pas quelqu'un quelque part qui est plus génial que la jeunesse elle-même pour trouver des solutions à cela. Donc, mais ça demande de l'organisation. Et le chef de l'État a mis en place ces structures de participation de la jeunesse à la prise de décision. C'est le Conseil national de la jeunesse du Cameroun qui a des démembrements jusqu'au niveau communal. Et aujourd'hui, cette mandature a mis en place un troisième vice-président chargé de la diaspora pour que la diaspora contribue dans cette structure fêtière de l'association et mouvement de jeunesse. Le chef de l'État a mis en place le Parlement jeunesse avec les députés jeunes aujourd'hui, les sénateurs jeunes. Toujours programme de mentorat pour préparer la transition intergénérationnelle. Les conseils municipaux jeunes, le conseil régional jeune avec la décentralisation, pour que les jeunes soient mieux préparés à assumer les fonctions de conseils municipaux, conseils régionaux, le moment venu, vous comprenez, et porter cette décentralisation. Donc il n'y a pas mieux que ça. C'est ça le rôle de l'État. Maintenant, il revient à chaque jeune d'avoir cet esprit civique et patriotique citoyen, de chercher l'information, de s'engager pour une cause quelconque. Vous comprenez? J'ai encore deux petites questions et je vous libère. Monsieur le ministre, nous sommes un média qui traitons de l'actualité africaine de manière générale, donc c'est pas camerounais, donc il y a des gens d'autres origines africaines qui vont certainement écouter cette interview. Avant de vous poser la question de savoir, ça sera ma dernière question, de savoir qui est pour vous votre Afrotopie. Nous créons un concept qui s'appelle Afrotopie, donc un idéal africain à atteindre de manière globale. Ce sera ma dernière question, mais avant, je ne peux pas m'abstenir de vous poser la question de savoir si vous, en tant que membre du gouvernement, vous n'avez pas de gêne à vous dire que votre gouvernement est en place depuis 42 ans dans votre pays. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce qu'il n'y a pas Enfin, j'aimerais bien savoir, et je pense que c'est une question que tous les Africains souvent se demandent, l'opportunité de demander à un membre du gouvernement si ce n'est pas grave pour eux de travailler dans un gouvernement qui est en place depuis si longtemps, c'est-à-dire avant ma naissance. Ça, c'est encore de l'incivisme de se poser cette question. Est-ce que l'État n'est pas éternel? L'État ne mérite pas d'être dirigé éternellement aussi? Ce n'est pas le X ou Y. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui dans notre société. C'est de penser qu'il y a quelqu'un quelque part qui est responsable de son malheur, alors que chacun de nous doit être responsable vis-à-vis de cet État. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas à la tête de l'État qu'on décide ou qu'on construit cet État. C'est chacun dans son environnement immédiat qui construit cet État. Le fait de voir quelqu'un jeter une ordure par terre en disant c'est le gouvernement qui doit s'en charger, c'est l'irresponsabilité, c'est l'incivisme. Vous comprenez? Donc, que ce soit X ou Y, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui viendra diriger un pays et créer d'autres citoyens? Non. C'est ça. Il ne faut pas les pays dans lesquels vous rêvez y être. C'est parce qu'ils ont mis des règles de régulation en place qui perpétuent la pensée. Et aujourd'hui, le Cameroun a une pensée qui est partagée, que les gens doivent soutenir. Maintenant, que ce soit X ou Y, si tout le monde a ce fait inspiré, ce lion indomptable, etc., vous pensez que c'est parce qu'aujourd'hui c'est un autre gouvernement que ça va changer? Non. Vous comprenez? Et l'autre incivisme, c'est de rester indifférent en disant, bon, comme c'est un autre gouvernement qui est là, je ne fais rien.
Mais vous, le revers, c'est que vous subissez. D'où donc l'éducation électorale à laquelle cette mission est également venue porter en direction pour des jeunes participer à la vie active, à la vie politique. Engagez-vous, vous comprenez? Pour pouvoir chacun en ce qu'il doit apporter et s'exprimer. S'il a une autre vision, les gens vont acheter cela. Si jusqu'à présent, c'est la vision du président Paul Biya que le peuple camerounais a acheté, pourquoi vous voulez qu'il en soit autrement? Et ce n'est pas nouveau. Il y a d'autres pays, ces pays que, disons, certains d'entre nos carestants, ils sont construits sur quelle période? Vous comprenez? Donc, je pense qu'il faut éviter ces caricatures-là. Il faut travailler, il faut s'engager. Et c'est la raison pour laquelle chaque diasporien aujourd'hui, cette vision, elle est africaine. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la charte africaine, la jeunesse dont j'ai parlé, l'Union africaine, aujourd'hui, avec la vision 2063, etc., c'est des éléments, on pense éternel, on ne pense pas X ou Y, on ne parle pas A ou B. On pense comment on fait. Maintenant, au chemin faisant, on voit les hommes et les femmes capables de porter cette vision, capables de mettre en place ces outils. Donc, je pense que la vision africaine, la vision de chaque pays aujourd'hui est de préparer sa jeunesse à la transition intergénérationnelle. Mais vous savez, le mal que peut avoir un parent de voir qu'après lui, de voir de son vivant, ses enfants ne pas être capables peut-être de porter ou de préserver ce patrimoine. Ça fait mal, vous comprenez? Et ça donne envie de toujours faire davantage pour mieux préparer cette jeunesse-là. Et je pense que c'est le sentiment aujourd'hui que beaucoup d'aînés camerounais, au premier dans lequel le chef de l'État a de s'assurer que le Cameroun sera en de bonnes mains. Mon afro-topie est l'intégration africaine à travers l'intégration des peuples. Vous savez, de manière personnelle, je suis un promoteur culturel qui était à l'origine d'un festival international des arts et culture Massa, qui est ce peuple à cheval entre le Cameroun et le Tchad. Vous comprenez? Et depuis que ce peuple a mis en place une structure pensée pour dire, d'ailleurs le slogan c'est 2 pays, un peuple, une culture. Vous comprenez? Parce que c'est encore une fois de plus, ces pays ont été divisés, pas de leur vœu, mais par les colons. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il faut que les peuples africains sachent qu'ils sont un même peuple, même s'ils sont plusieurs pays. Voilà le slogan que je laisse en direction de tous les Africains. Plusieurs pays, un peuple, une culture, une vision. Aujourd'hui, la vision de l'Union africaine. Ces échanges médiatiques ont permis de mettre en avant les objectifs de cette visite, de renforcer les liens de coopération entre le Cameroun et la Belgique, en matière d'éducation physique et d'entrepreneuriat jeune. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de Vue de la Diaspora.